où les enfants, c'est une maternelle, les enfants apprennent dans une exploitation agricole. Mais à l'époque, en 2004, il y a 15 ans, on a monté une association qui s'appelait Jardin-École de Slow Food Roussillon. Et on est allé voir les mairies et on a dit, vous savez, nous on peut faire des cours aux enfants des écoles primaires sur comment mieux manger. Et donc on avait une série d'interventions. Il y avait le chocolat, il y avait les légumes, il y avait comment pousse une plante, il y avait des séances de dégustation. Et donc c'était la mairie qui payait mes animatrices, puisqu'à la fin elles étaient 3, entre 2006 et 2012 elles étaient 3. Et elles allaient dans des écoles, il y avait 32 écoles, et chaque classe avait un programme de 20 heures dans l'année. C'est-à-dire que les élèves, ils avaient un cahier au foot, et ils attendaient avec impatience la venue des animatrices, parce que, ma foi, c'était des choses qui sortaient un peu de la routine de l'école. Voilà. Je dis c'est une histoire un peu triste, parce que pour des raisons financières, on a dû arrêter en 2012. On avait des contrats avec l'agglomération, et on allait dans une quinzaine de communes. Là, on allait dans les écoles, et c'est les instituteurs, enfin les professeurs d'école, qui disaient, moi je veux bien que vous veniez faire l'intervention dans ma classe. Voilà. Ça a été une expérience. Mais c'est pour ça que je vous disais, il faudrait que l'éducation alimentaire, c'est l'expression que j'emploie exprès, l'éducation alimentaire. Même pas, j'ai mis l'éducation, mais c'est la culture. Mais l'éducation, c'est le fait d'inculquer la culture alimentaire. Savoir ce que c'est l'agriculture, savoir ce que c'est la cuisine, savoir ce que c'est manger. Si on ne sait pas tout ça, si on n'a pas des rudiments, le reste c'est parler dans le vide. C'est comme vous savez, les gens qui parlent, quand vous êtes en train de parler du football dans un groupe, il y en a un qui dit, oh, mais moi de toute façon le football j'y comprends rien. Mais il ne donne pas son avis du coup. Il ne donne pas son avis. Par contre, ceux qui sont passionnés, qui regardent tous les matchs, ils disent, il a fait cette action, il a fait cette passe. Bon, eh bien, malheureusement, il y a évidemment tous les humains mangent, mais beaucoup n'ont pas les connaissances nécessaires pour faire les choix. Alors, là, par rapport au jardin école du slow food, donc pour les élèves qui n'y étaient pas en début de séance, le projet que nous portons avec donc, la classe de CAP HCR, donc sur le chef-d'œuvre, un des éléments du chef-d'œuvre comprend la création d'un potager. Donc, Belmel avait une question pour toi. Quels sont les objectifs? Est-ce qu'on peut faire un jardin école slow food au lycée? Bon, vous n'avez pas besoin de slow food maintenant. Si j'avais eu encore cette structure, on n'avait jamais fait dans les lycées, on avait fait dans les écoles primaires. Mais oui, un jardin école. Alors un jardin école, derrière cette expression, il y a une infinité de possibilités. Ça va de la petite rangée de tomates à côté jusqu'à, par exemple, une séance hebdomadaire. Alors je ne sais pas, mais apparemment vous êtes assez avancé dans ce projet. Hein. Mais je pense quand même, franchement, que déjà il faudrait que ce soit dans tous les établissements d'enseignement et pas uniquement dans un lycée hôtelier. Mais il faut bien commencer. Mais l'idéal, je l'ai vu, je suis allé à Berkeley. Berkeley, c'est une ville à côté de San Francisco. Et là, il y a une dame extraordinaire qui a fait la révolution dans le collège où était son fils. Parce que le collège, ça c'est important, c'est le lien entre l'agriculture et l'alimentation. On était dans un collège où il y avait des jeunes donc de 10 à 15 ans. Et il avait connu un drame. C'est que la cantine avait fermé parce que les collégiens allaient acheter des fast-food, des hamburgers à la sortie sur une place qui était à côté du collège. Au point qu'à un moment donné, la cantine a fermé. Et cette dame, qui est très connue aux États-Unis, elle a dit c'est pas possible. Elle a lancé une lettre dans le quotidien de Berkeley en disant c'est une honte. Il y a un parking énorme qui fait 1 hectare. Il y a une poignée de voitures dessus, celle des enseignants. On a fermé la cantine, alors qu'on pourrait faire du maraîchage avec les enfants sur le parking. La mairie a saisi au rebond. Ils ont passé le bulldozer, ils ont supprimé le goudron sur les 2/3 du parking. Elle s'appelle Alice Waters. Il y en a qui sont intéressés par son action, elle est très connue. Vous pouvez regarder sur Internet. Waters comme le mot eau en anglais au pluriel. Et elle a lancé un projet que j'ai visité. Il y a des bâtiments. Il y a un bâtiment où on fait les cultures, un bâtiment où on fait la cuisine et un bâtiment où on mange. C'est-à-dire que la cantine de ce collège, c'est devenu la cantine autour de laquelle est orienté un immense potager. C'est une histoire extraordinaire qui a fait le tour du monde, qui prouve que un jardin à l'école, ça peut aller très loin parce que ça a changé les habitudes alimentaires
de tous les jeunes. Ils se sont mis à manger autre chose. Enfin, pas ceux qui étaient au collège, parce que cela trop tard. Ils étaient perdus pour l'histoire. Mais les générations qui sont arrivées ont eu une autre alimentation. Et moi, je voudrais que ce soit partout comme ça. Mais bon, je mourrai avant de le voir. C'est quoi le maraîchage? Maraîchage, c'est produire des fruits et légumes. Parce qu'un jardinier, c'est un mot qui renvoie plus à l'esthétique. Celui qui coupe les arbres, qui fait des haies, etc. Maraîcher, c'est celui qui produit des fruits et légumes. Des légumes, surtout. Les fruits, c'est un peu spécial. Si c'est des melons, c'est par terre, c'est un maraîcher. Si c'est des pêches ou des pommes, c'est sur un arbre, c'est un arboriculteur. Voilà, donc il y a le jardinier, c'est l'esthétique du jardin. Le maraîcher, c'est celui qui se plie, le pauvre. Elle est partie du coup, hein, comme je la mettais. Celui qui se plie, le maraîcher, il a mal au dos. Hein. Et puis l'arboriculteur, il a mal au dos aussi, parce qu'il est obligé d'aller chercher les fruits là. Voilà. Alors, je vais rebondir un petit peu par rapport au chef-d'œuvre donc nous portons avec les premières années de CAP. Une des questions lorsqu'on a monté le chef-d'œuvre, et là je me retourne vers mes collègues enseignants, c'est pourquoi on fait potager alors qu'on est au lycée hôtelier. Donc, ils ne comprenaient pas du tout pourquoi on faisait un potager. Donc, une des composantes du chef-d'œuvre, c'est la création d'un potager. Donc, pour ceux qui ont pu voir à côté du lycée, on a commencé à tracer un terrain, on a commencé à planter quelques plants de menthe. Et le but, c'est de faire découvrir ou donner peut-être des envies et faire comprendre que la nourriture, elle ne vient pas du ciel. On peut faire des bons plats, mais pour avoir des bons plats, il faut avoir des bons produits. Et pour avoir des bons produits, rien de mieux que de les produire. Donc on a eu l'accord du lycée pour créer un potager. Ce projet-là s'inscrit dans un projet global du lycée, puisque plusieurs classes étaient parties prenantes au projet et avaient des projets dans la thématique de l'alimentation, du respect de l'environnement, etc. Donc très prochainement, dès la semaine prochaine, on va continuer notre potager dans le but de produire de la menthe. Et on va faire des thés à la menthe, on va produire peut-être on va faire des fraises, on va faire des patates. Voilà, donc la première question quand on a fait le thème sur le foot, c'est pourquoi on fait un potager? On n'est pas une école d'agriculture. C'est bien. Moi je me souviens quand j'ai visité, alors ça s'appelle le collège Martin Luther King. C'est vieux, hein, c'est il y a 10 ans. Mais allez-y, regardez, tapez Alice Waters, Berkeley, collège Martin Luther King, vous verrez. Et alors moi je me souviens quand on l'a visité, en fait les classes, alors c'est peut-être des enfants plus jeunes, parce que c'est pas tout à fait collège, je ne sais pas comment ça marche, c'était plutôt des jeunes de 8 à 12 ans. Et les classes le matin, on les voyait, la prof, elle se contentait de vérifier qu'ils ne se taillent pas avec le couteau, mais on les voyait peler des légumes, dire, l'exercice classique c'est la salade. Chacun faisait sa salade, donc ils pelaient une vingtaine de légumes différents, et ensuite chacun se faisait sa salade. Donc les enfants étaient très fiers, parce qu'ils disaient, oh, la mienne elle est colorée, la mienne elle est... etc. Donc je trouve que avoir un potager, l'idéal c'est d'aller au plus loin, c'est-à-dire de cuisiner. Mais bon, vous êtes dans un lycée de 1200 élèves, donc c'est pas la même chose. Oui, et par rapport à ça, donc on se retourne un petit peu vers notre classe homologue qui travaille avec nous en binôme, c'est les cuisiniers. Donc dès qu'on aura produit quelques petits légumes, des tomates ou des pommes de terre, on viendra vous voir pour solliciter et faire des recettes avec les produits qu'on aura récoltés. Voilà. Je veux bien venir goûter le jour où c'est au point. Est-ce que vous avez des remarques par rapport à tout ce qui a été dit? Donc le slow food, vous avez bien compris la thématique, le mouvement slow food avec ses valeurs, et qui s'inscrit donc dans le cadre du chef-d'œuvre porté par les premières années CAP HCR. Donc soyez pas surpris maintenant si vous dites qu'ils font du jardin et un potager. Donc la semaine prochaine, ils vont commencer à nettoyer les sols et à planter nos premiers plants. Voilà. Alors moi, ce que je peux vous dire, je ne sais pas si... C'est l'heure de la pause, pas encore. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que actuellement, l'association Slow Food Pays Catalan, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc c'est une antenne de Slow Food au niveau local. On est un peu à la fin d'un cycle. Pendant 20 ans, on faisait des marchés, des excursions pour découvrir les producteurs, etc. Et puis la plupart des gens qui étaient dans l'association, il y en a beaucoup qui sont partis, soit physiquement, soit parce qu'ils étaient un peu âgés. Voilà. Et là, il y a eu un renouvellement l'an dernier complet. Et actuellement, on est en train d'attaquer une démarche qui est créer une plateforme Internet qui met en liaison les petits producteurs d'ici avec les restaurateurs et les consommateurs et peut-être s'équiper d'un véhicule de livraison et mettre au service de ce réseau petits producteurs, petits restaurants
et éventuellement consommateurs, un service qui achemine les produits, qui livre en quelque sorte. Voilà. Alors est-ce qu'on va y arriver? Ça a été proposé à la dernière réunion. Je ne sais pas si on va y arriver, parce que tout de suite, ça veut dire qu'il faut embaucher quelqu'un, etc. Mais voilà, on est dans notre thématique. Voilà. Mais ceci dit, moi je reste en veille, hein, parce que les nitrites, par exemple, je pourrais vous en parler un peu, c'est assez extraordinaire, les nitrites. Il y a 15 ans, j'ai été invité, en tant que président de Zoufran, j'ai été invité chez un chef très connu qui s'appelle M. Robuchon. Il est mort il y a 2 ans, je crois. J'étais invité dans un appartement à côté du périphérique à Paris, où il faisait ses essais. C'était une espèce d'endroit où il faisait les essais pour ses restaurants. Et en fait, il travaillait en partenariat avec cette entreprise qui est dans Charente, qui s'appelle Fleury Michon, qui est une assez grosse entreprise de charcuterie, mais à échelle humaine, c'est encore un capital familial, c'est pas une multinationale. Et on avait mangé la purée célèbre de Robuchon, et à la fin du repas, on avait mangé, bien sûr, c'était M. Robuchon qui avait préparé le repas, à la fin du repas, on nous avait donné un questionnaire, qu'est-ce que vous suggéreriez à Fleury Michon? Et moi j'avais dit, vous pourriez faire un jambon blanc bio. Et je me souviens, le directeur commercial, qui était celui qui avait organisé ce petit repas, on était 6, il y avait 4 ou 5 personnes qui avaient été prises à Paris parce qu'ils faisaient partie des gens qui avaient quelque chose à dire. Et on avait été 2 à dire du jambon. Ils avaient dit, oh mais ça on en a pour un bon moment. Or, maintenant ça fait 5 ans qu'ils ont commencé par 25% de sel en moins. Puis ensuite tous les concurrents les ont imités. Alors deuxième étape, ils ont fait 25% de sel en moins et bio. Non, bio. Je me suis dit, c'est idiot, moi je voudrais 25% de sel en moins et bio. 2 ans après, ils ont fait moins 25% et bio. Et puis maintenant, je l'ai appris, justement, je n'en ai pas encore vu, mais ils viennent de sortir le zéro nitrite. Mais si vous regardez, il n'est pas bio. Moi, ce que je veux, c'est zéro nitrite, bio, peu de sel. Ils vont y venir. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est le consommateur et les groupes de pression, comme les associations, qui poussent les industriels. Moi, quand je leur ai dit il y a 15 ans, ils ont rigolé. Ils ont dit, ouais, mon pauvre, nous, on ne va pas faire un jambon blanc bio, ça coûterait trop cher, les clients sont habitués à payer 2,70, on ne va pas sortir un truc à 4,50, ils n'en voudront pas. Maintenant, ils le font, ils sont passés au sans nitrite. Là, c'est récent, hein, je n'ai pas encore vu. Tout ça pour dire que ça sert à quelque chose d'être dans une association au-delà de soi. Ça sert à exercer une pression sur les gens qui proposent des produits. Monsieur, j'ai une question. Ouais. Est-ce que c'est un métier être agriculteur? Oui. Parce que la plupart des élèves, ils n'aiment pas ce métier. Comme moi. Mais je l'ai compris, hein, je l'ai compris. Mais vous savez, si j'étais proviseur et si j'en avais la possibilité, parce que je pense qu'il ne peut pas le proviseur, je demanderais que les élèves du lycée Bourquin, pendant leur scolarité, passent une semaine chez un agriculteur. Tous, quelles que soient les sections. Que ce soit le tourisme, BTS, les CAP, de ça, tout le monde, non pas pour aimer, mais parce qu'en fait, vous avez une vision qui est, bon, il y a de la boue dans la terre, quoi. Mais vous êtes, qui a passé une semaine chez un agriculteur? Moi, j'ai fait un stage. 1, 2, il y a 2 personnes et toi. Moi, Chez qui? Enfin, pas le nom. Quel type d'agriculteur? botanique. Mais botanique, c'est un magasin, c'est du commerce, ça n'a rien à voir avec l'agriculture. Après, il y a un maraîcher à Non, mais attends, où est-ce que tu as été? Tuile. Je sais pas où c'est un maraîcher à Tuile. Mais tu as été chez lui, tu me dis botanique. Ouais, j'ai fait un stage là-bas. Oui, mais quoi, le stage de 3e de 2 jours ou? Non, un stage de 2 semaines. Oui, et qu'est-ce que tu as fait? J'ai planté, j'ai désherbé. Bon, et je ne vais pas faire celui qui dit que c'est un régal. Hein. C'est pas un régal de planter, de désherber. En fait, il y a des gens, ça ne les gêne pas de se pencher. Moi j'ai mal au dos dès que je me penche. Je pense que sur tous les élèves du lycée hôtelier, il y en aurait quelques-uns qui diraient, ah ben, c'est quand même intéressant d'être en contact avec la nature, avec l'air pur, etc. Les 2 autres qui ont levé le bras, vous voulez dire quelque chose? Est-ce que vous êtes pareil? Vous dites, oh, je retiens que le fait que j'avais mal au dos, que j'étais crevé. Les 2 qui ont passé une semaine, là, il y a 2 qui ont levé le bras en disant, j'ai été dans l'agriculture. C'est qui? Toi, tu veux bien dire quelque chose? Non, mais c'est ma famille, du coup, quand je vais chez ma famille. Et est-ce que tu le crains? Non? Bon, comme ça, tu es neutre, toi, hein, c'est bon. Ni plaire, ni déplaire, c'est ça? C'est la vie. Ouais. Et là-bas, tu as pris la parole plusieurs fois, tu veux nous dire un petit peu ton ressentiment là, par rapport à ça? Non, moi j'ai aimé, c'était bien.
Mais après, je l'ai fait. Je sais pas si vous connaissez le principe du woofing. Oui, c'était interdit avant en France. Ah bon, bah, maintenant ça l'est plus. Ça veut dire working on organic farms. Et ça veut dire en fait travailler gratuitement chez des agriculteurs bio. Et alors, vous êtes hébergés, nourris, mais vous travaillez pour eux. Et alors en France, c'est un problème avec l'URSSAF. Parce que le travail gratuit en France, c'est pas possible. Dès que vous travaillez, il faut donner de l'argent à l'URSSAF. Donc longtemps, le woofing était interdit en France. Il était interdit d'en parler. Voilà. Maintenant, je crois que c'est toléré plus ou moins. Mais c'est très intéressant, parce que les gens qui font du woofing, quand même, c'est des gens qui ont envie d'aller dans l'agriculture. Hein. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée de faire tous une semaine dans l'agriculture? Non. Non. Bon, mais moi, je remballe ma proposition, je trouve qu'elle est intéressante, mais vous avez le droit de la trouver un peu exagérée. Après, je partage un peu ce que tu dis. Il y a un lien entre le bien manger et bien produire. Dans mon cas, j'aime bien manger. C'est aussi pour ça que j'ai épousé la profession il y a quelques années. J'aime bien recevoir, etc. Et j'adore jardiner. Donc j'ai autant de plaisir à jardiner qu'à cuisiner. Donc je pense qu'il y a un lien. Pour moi, le lien est facile. Quand on aime produire, ne serait-ce même des tomates, c'est les préparer avec une bonne huile d'olive maison. Et rien qu'une salade de tomates que vous avez fait de votre jardin avec la bonne huile d'olive, ça me régale. Voilà. Sans être vraiment cuisine. Et il y a un lien entre l'agriculture et le bien manger. En attendant que Madame pose des questions, je voulais dire, j'ai mis ce petit, on appelle ça des émoticônes. Parce que c'est vrai que se laisser porter par ce que l'on vous donne à manger, c'est facile. Réfléchir à ce qu'on doit manger, c'est pas facile. On est obligé d'en réfléchir à ce qu'on va manger, il y a réfléchir. Et c'est le plus difficile. Dans l'expression réfléchir à ce qu'on va manger, le plus difficile, c'est réfléchir. Alors voilà. Alors, j'ai une question. Je vais me faire l'intermédiaire de certains de mes élèves qui sont là en première CAP cuisine et qui ont aussi un chef-d'œuvre à accomplir sur leurs 2 années de cursus. Et en fait, le thème était assez libre, c'était autour de la création. Donc, se sont constitués des petits groupes qui travaillent sur des créations, des réinterprétations, voilà, sur certains produits, certaines recettes. Et là, c'était l'occasion de leur montrer qu'on peut réinterpréter certaines recettes fast-food, notamment le tacos. Ils sont tous très fans de tacos. Donc, comment réinterpréter par exemple un tacos à la version slow food, c'est-à-dire en utilisant des produits qui sont respectueux des critères slow food et qui sont respectueux de leurs appétences et de leur goût en termes culinaires. Donc, est-ce que vous avez des... Non, mais déjà, je voudrais dire qu'on n'est pas... C'est vrai que dans le petit puzzle, on voit la tradition, mais vous voyez, là, il y a traditionnel. Mais, prenons le cas du tacos, bon, qui évidemment n'est pas traditionnel ici. Se rapprocher de ce qui serait un tacos bon, propre et juste, ça voudrait dire qu'on a la capacité de vérifier que c'est avec des variétés anciennes de céréales et pas des variétés sélectionnées en laboratoire, ce qui est compliqué. Hein? Ah oui, vous pouvez aller dans un biocoop où par exemple maintenant à Masguerido, il y a une jeune fille qui a ouvert un locavore de graines et de choses comme ça. On peut trouver, mais bon, qui fait ça? Mais si on veut, on peut trouver des céréales anciennes, des céréales bio. En fait, la question, c'est pas de faire une espèce de fétichisme de ce qui est ancien comme variété. C'est surtout d'avoir des variétés adaptées dans leur cycle à la culture des terres sur lesquelles elles se trouvent, nécessitant le moins d'intrants, le moins de sélection par des manipulations. Hein. C'est un peu délicat, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas non plus condamner tout ce qui est manipulation génétique, mais en fait, c'est aller vers quelque chose de naturel. Alors, ça doit être possible pour le tacos. Qu'est-ce qu'on y met dans le tacos? Un peu de viande, un peu de... Oui. Bon, il y a quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce qu'on met dans le tacos? Il y a du bœuf, du fromage. Ils sont pas là, les CAP cuisine? Ah, là, il y en a un. C'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi qui décide qui c'est qui va le dire. Jean, bœuf, fromage, et t'as le panier, enfin voilà.
Ben, Qu'est-ce qu'on met dans la... ça marche pas? Merci. Oui. Ben, on met de la viande, ben, n'importe, du poulet, du bœuf, ce que vous voulez. On met de la sauce fromagère. Ouais, d'accord. Alors là, déjà, j'attaque. La sauce fromagère, c'est industriel, je pense. Si vous l'achetez, si vous la faites vous-même, c'est pas pareil. Il a fond maison. Et comment? Ben, je sais pas, mais il a fond maison. D'accord, mais bon, il vaut mieux savoir. Le mot-clé, c'est savoir. Hein? Mais qui ils? Ben, les gens qui vendent des tacos. Non, mais moi, je veux savoir qu'est-ce que vous allez faire, les tacos, vous, les CAP Cuisine. Ah, d'accord, pas du tout. Ah. Allez-y, mais il faut que ce soit quelqu'un qui est dans la classe en question. Bon, Belmel, il va répondre, ou Mélanie. C'est pas ça, la sauce fromagère, elle est pas faite maison, donc c'est un produit industriel. Bon, je m'en doutais un peu. Hein. Après, il y a des questions de coût. Donc moi, je dirais le tacos, le food, c'est un tacos, la viande, c'est d'un élevage où les animaux sont en liberté, si possible bio, hein, qu'on connaît l'éleveur et qu'on sait qu'il n'y a pas de maltraitance animale. Voilà, ça ne veut pas dire que ça va coûter 4 fois plus cher, mais ça ne va pas coûter la viande industrielle décongelée de chez machin là. Voilà, donc évidemment, le tacos avec de la sauce fromagère industrielle, c'est pas un tacos no food, hein, ça c'est clair. Après, ce serait Mais intéressant. je ne suis pas un juge qui tranche et qui condamne, je dis simplement que c'est pas un tacos no food. Après, ce serait intéressant dans votre projet chef-d'œuvre, justement, de chiffrer le coût d'un tacos, on connaît à peu près, et mettre en parallèle le tacos slow food avec tous les critères qu'on a notés. Ce serait intéressant. Donc, là, ça serait intéressant. D'allier le côté slow food avec votre chef-d'œuvre. Après, il faut être raisonnable, pragmatique. S'il faut aller le chercher à 200 km parce qu'il n'y a qu'une boutique à Toulouse qui en vend, non. C'est aussi du pragmatisme, c'est-à-dire qu'il faut être réaliste au moment où on fait le choix. Mais on sait vers quoi on doit aller. Et la viande, c'est un point clé. On sait qu'on mange trop de viande. En fait, l'alimentation des animaux, je ne sais pas si les jeunes le savent, hein, mais par exemple, je vous donne un exemple. En Italie, le fleuve le plus long, c'est le Pô. Il fait 1000 km. Dans l'histoire, comme ça traverse des régions historiques très connues, dans l'histoire de ce fleuve, le Pô, il n'a jamais été à sec jusqu'en 2010. Jamais à sec. Il y a toujours eu de l'eau dedans. Pourquoi il a été à sec plusieurs fois depuis 2010? Parce qu'on cultive des produits agricoles à échelle industrielle, du maïs, du soja, etc., fabriqués pour cultivés pour être transformés en tourteaux, pour nourrir les animaux. C'est-à-dire que c'est parce que nous mangeons de la viande. Le maïs, il faut l'arroser. Vous avez tous vu ces grands jets d'eau sur les cultures de maïs. On pompe sur les nappes phréatiques. On a asséché le pot pour produire ces cultures qui servent à pouvoir manger du bœuf ou du veau. Alors je ne dis pas qu'il ne faut plus en manger, mais l'humanité doit cesser d'en manger comme elle en a mangé jusqu'à maintenant. Voilà. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas des élevages industriels dans votre tacos. Alors, ça fait un lien avec un des quatrième point, pardon, que nous avons avec le chef-d'œuvre, c'est justement de faire une frise chronologique sur les 100 ans des habitudes de l'alimentation. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ou quelles sont l'incidence, comme tu disais, de notre façon de manger, donc on mange peut-être trop de viande, ou de la viande d'élevage, etc., qui fait qu'aujourd'hui il y a des bouleversements, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer. Et justement, dans cette frise-là, on mettra des marqueurs de changement d'habitude alimentaire. Moi, si je pouvais vous donner une suggestion, c'est d'utiliser des couleurs vert, orange, rouge. Et lorsqu'il y a des mutations, par exemple, la démocratisation de la consommation de viande dans les années 50-60, le marqueur rouge, ça veut dire ça a été un moment de l'évolution qui n'a pas été bon. Alors, il a été bon. Moi, j'ai vécu ça dans les années 50-60. J'étais content qu'on mange de la viande souvent. On m'a habitué. Moi, malheureusement, là, je fais des efforts pour de temps en temps faire des repas sans viande, mais je suis né avec l'impression qu'il faut manger de la viande. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand un enfant ne pouvait pas boire le lait, on lui conseillait du jus de viande. Et toute mon enfance, on disait, un enfant qui manque de force, du jus de viande. Je me souviens, les mamies et les mamans, elles récupéraient, quand elles faisaient de la viande de bœuf, elles récupéraient le jus, elles le mettaient dans des petits, comme des biberons, là, et on buvait le jus de viande parce que c'était supposé donner de la force. Aujourd'hui, vous racontez ça, les gens rigolent. Mais parce que c'était une espèce d'acquis de vulgarisation, tout le monde pouvait manger de la viande, c'était un peu nouveau. Il faut changer ses habitudes, et ce qui s'est passé à ce moment-là, il faudrait un marqueur
rouge. Et peut-être aujourd'hui, le retour aux légumes, il faudrait un marqueur vert, parce que c'est vraiment une nouveauté. Ça prendra du temps, mais c'est une nouveauté. Il y a des évolutions utiles et des évolutions qui sont un peu nuisibles. C'est une bonne idée. En cuisine, par rapport à ce que vous dites, ce qu'on a vu, c'est comment réutiliser tout le poisson qu'on utilise ou la viande. Bien sûr, ça c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais ça fait partie du propre. Le zéro déchet. C'est vrai qu'au début des années 2000, quand moi, je participais à ce développement de Slow Food, on en parlait très peu. Et là, ça fait une dizaine d'années que ça devient central, le gaspillage alimentaire. Donc je suis à fond pour et j'espère que vous le faites. Parce que si dans un lycée hôtelier on ne s'en préoccupait pas aujourd'hui, ce serait bien inquiétant. Monsieur, j'ai une question. Vas-y. La viande, c'est bon pour la santé? Manger trop de Depuis le viande. début, j'ai dit que je ne suis pas nutritionniste. Et je viens d'expliquer que je regrettais d'en manger autant. Parce que mon grand-père, il est mort à cause de la viande. Il en a mangé trop, il est mort comme ça. Ah ben, peut-être que je mourrai comme ça aussi. L'important, c'est que ça arrive le plus tard possible, mais j'en mange trop, c'est sûr. J'en mange trop. Vous savez ce qui m'arrive? C'est pour me couper la faim dans la journée, souvent je prends une tranche de jambon blanc. Pas n'importe lequel. Hein. Mais c'est difficile d'en trouver sans nitrite. Et depuis que j'ai lu un article qui explique que les nitrites, on a démontré de manière récente que c'était vraiment cancérigène, mais j'ai arrêté il y a 15 jours ma petite tranche coupe-faim de jambon blanc. Pourtant, il était bio, moins 25% de sel. Mais les nitrites, ils sont presque partout. Et eux, ils ont... Vous savez, la diapo, il y a un truc assez extraordinaire sur leur diapo. Parce que si vous achetez du jambon sans nitrite, le nitrite, c'est un conservateur. Ça permet de garder le jambon rose sous vide pendant 15 jours ou 10 jours. Si vous achetez un jambon sans nitrite, j'en trouve parfois. Il y a un monsieur qui s'appelle Julien Galetto qui en fait, on en trouve à Perpignan. Mais s'il est sans nitrite, une fois que c'est ouvert, dans les 24 heures, ça devient marron. Ça veut pas dire qu'il est bon. Oh, oui, mais le goût change aussi. C'est-à-dire que là, regardez ce qu'ils ont marqué. Ah, mince. Là, ils ont marqué « Il se conserve moins longtemps car il est sans conservateur. La preuve, une couleur naturelle de viande de porc cuite. » Sauf que c'est un rose. Le rose que vous voyez, il est artificiel. Bon. Donc, c'est connaître, mais aussi c'est de se poser des questions qui sont parfois compliquées. Hein. C'est sûr que si on mange des légumes, on n'a plus la question du jambon blanc. D'autres questions, d'autres réactions par... C'est peut-être l'heure de la pause. Là. Oui, c'est l'heure de la pause. On fera une conclusion après avec des questions. Enfin, je Oui. sais pas. Et là, il y en a qui regardent la montre là. Hein. C'est l'heure de récréation, c'est ça? Allez-y. C'est bon? On reprendra après? Oui, oui.